Bonsoir à tous, je suis heureux de pouvoir passer une heure avec vous afin de répondre à vos questions et à vous proposer donc ce webinaire sur le thème « Quelles sont les bonnes questions à se poser en tant que coach ?» Première chose, c'est vous donner le cadre de ce webinaire. Donc, bonne question à se poser, c'est faire la différence entre le rôle de coach et les autres métiers de l'accompagnement. Pour bien comprendre justement quelles sont les spécificités de ce métier, parce qu'il s'agit réellement d'un métier, et quelles sont les différentes orientations qu'on peut retrouver dans le métier de coach. Et ensuite, l'idée, c'est de vous donner une série de questions à vous poser si ce métier vous intéresse et si vous souhaitez vous engager dans une formation de coaching pour savoir finalement si oui ou non le métier peut vous convenir et si vous pouvez également en vivre. Alors, quelle est la différence entre le coach ou le métier de coach et les autres types d'accompagnement ? Alors, je pense que ce qui est important à définir d'abord, c'est ce que c'est que le coaching. À savoir que le coaching est un métier encore relativement jeune. Il a aujourd'hui une trentaine d'années et que beaucoup de personnes font encore la confusion entre le métier de coach et d'autres types d'accompagnement. Alors, ce qui est vraiment caractéristique dans ce métier, c'est finalement qu'à chaque moment, on va travailler avec le client par rapport à une demande et que cette demande s'articule sur un objectif qui soit un objectif personnel ou un objectif contextualisé dans le monde de l'entreprise et que par rapport à cet objectif, le coach va être dans une position équivalente à celle de son coaching avec un présupposé. Et ce présupposé est vraiment essentiel dans le métier de coach, c'est le client en face de moi a toutes les ressources pour pouvoir atteindre son objectif. Pour moi, la transparence est quand même assez importante. Il est clair que chaque être humain n'a pas à chaque moment ses ressources. Si vous êtes dans une passe difficile, si vous êtes en plein burn-out, il est évident que accéder à ces ressources est plus compliqué que si vous êtes en forme et si vous êtes finalement dans un style de fonctionnement dans lequel vous avez confiance en vous et dans lequel vous avez pleinement accès à vos ressources. Alors, quand je parle de métier, il faut bien comprendre que vous avez, par rapport à des formations de coaching, plusieurs courants de coaching et plusieurs types d'écoles possibles. Vous avez des écoles qui vont articuler tout leur programme autour d'une approche, par exemple coach PNL ou coach en approche systémique ou coach en analyse transactionnelle. Et vous allez avoir également des écoles qui vont orienter leur cursus autour de l'environnement, autour d'un contexte, à savoir, par exemple, le contexte de l'entreprise, donc formation de coach en entreprise, ou par exemple en formation en coaching scolaire, donc le contexte sera le cadre scolaire, les enseignants, les étudiants, etc. Nous avons fait le choix, et c'est le choix de pas mal d'écoles d'ailleurs, de faire le choix de travailler dans l'esprit d'ICF. Alors ICF, c'est la Fédération internationale de coaching, et dans cette fédération, le principe d'un métier s'articule autour de compétences. En d'autres termes, pour bien pouvoir exercer un métier, il s'agit de développer des compétences. Alors, quelles sont ces compétences ? Il est évident que la première compétence, c'est respecter les directives éthiques. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le métier de coach est balisé, à savoir que on a un champ d'application et que dans ce métier, on respecte ce champ d'application. On n'est pas thérapeute, on n'est pas consultant, on n'est pas psychologue, et il est important de pouvoir faire les nuances et les différences entre ces différents types de métiers. Deuxième point important en termes de compétences, c'est de pouvoir établir un contrat de coaching. Alors, concrètement, un contrat de coaching, c'est quoi ? Il n'y a pas de coaching sans demande. C'est-à-dire qu'un coaching n'a de sens que s'il est initié par une demande. Alors évidemment, ce sont on va dire des spécificités. Dans le cadre de l'entreprise, le manager qui sera coaché n'aura pas forcément choisi ou initié lui-même la demande. La demande aurait pu être faite par l'entreprise elle-même, par son manager. Et dans ce cas-là, il faudra veiller à ce que les trois parties, c'est-à-dire le client, le coach et l'entreprise, s'alignent sur l'objectif. Beaucoup d'études ont démontré que ce qui est essentiel aussi, c'est un bon climat de confiance entre le client et le coach. Et donc, une des compétences, c'est de pouvoir créer et préserver finalement ce climat de confiance durant toute la durée du coaching. Bon, il y a des compétences plus classiques qui est l'écoute, avoir une bonne communication, concevoir avec son client des actions, planifier des étapes, etc. Donc tout ça, ce sont évidemment des points essentiels en termes de compétences pour exercer ce métier.
Alors, il y en a une qui est, on va dire, au départ assez difficile à acquérir, c'est la compétence de poser de bonnes questions. Certains disent dans la définition du coaching que le coaching est l'art de poser de bonnes questions. Je ne sais pas si on peut réellement parler d'art. Je pense que ce qui va en tout cas amener le client à ouvrir sa conscience, à sortir d'un coaching avec un nouvel apprentissage, c'est évidemment ce qu'on appelle des questions fortes, des questions qui permettent à une personne à se remettre en question. Et dans l'apprentissage de coaching, c'est de temps en temps, pour les participants que nous rencontrons, assez difficile parce que la première étape, c'est d'une certaine façon désapprendre notre façon quotidienne de poser des questions, de nous poser des questions. Une grande différence à faire, c'est une différence entre le coaching et la thérapie. Alors, si je reprends les différents courants de coaching, évidemment, le coaching a émergé dans le milieu sportif et puis c'est très rapidement exporté dans le contexte de l'entreprise. Dans ce contexte de l'entreprise, on parlait d'abord d'un courant génératif, c'est-à-dire que les demandes de coaching ne s'articulaient pas spécifiquement et régulièrement autour d'une problématique, mais d'un désir de développer des compétences, de créer de nouvelles compétences, voire même d'être dans un esprit où finalement le résultat, l'efficacité, la performance était ce qui articulait la majorité des demandes de coaching. C'est pour ça qu'on l'appelait génératif. Ensuite, progressivement, le coaching est sorti du cadre de l'entreprise pour rentrer dans le cadre privé. Et dans le cadre privé, vous connaissez probablement, on va dire, cette terminologie, on appelle ça le life coaching ou le coaching de vie. Et ce qu'on a pu observer statistiquement dans le contexte du coaching de vie, c'est que les demandes ont commencé à avoir une autre teneur, avoir une autre dimension. Plutôt que d'être génératives, c'est-à-dire qu'elles ne présupposent pas un problème au départ, de plus en plus, on a vu émerger, surtout dans le life coaching, des demandes dites curatives. C'est-à-dire que ce qui déclenche la motivation chez une personne qui souhaite se faire coacher, c'est plutôt un problème. Et là, et parfois à juste titre, les détracteurs du coaching ont commencé à apparaître parce que certains coachs se sont retrouvés face à des personnes en détresse, en souffrance, préférant aller vers le coaching, s'estimant pas malade ou pas suffisamment mal en point pour s'adresser à un psychothérapeute. Et évidemment, là, la frontière entre le coaching et la thérapie est parfois très fine. Donc, c'est important pour un coach de bien comprendre quelles sont ces distinctions fines pour rester dans le champ d'application, c'est-à-dire dans sa déontologie, et ne pas rentrer finalement dans d'autres champs d'application qui appartiennent beaucoup plus au champ thérapeutique ou au champ psychologique. Aujourd'hui, on entend aussi parler d'un troisième courant de coaching qui est le coaching ontologique. Alors, ontologique veut dire quoi? Veut dire que souvent, des personnes entre 40 et 50 ans se posent la question du sens de leur vie. Voilà, j'ai une bonne situation, les enfants ont terminé leurs études, la situation est stable. Maintenant, bon, j'ai encore une espérance de vie de 30, 40, voire plus d'années à vivre. Quel est le sens de ma vie? Vers quoi j'ai envie d'aller? Quelles sont réellement les valeurs que j'ai envie de satisfaire aujourd'hui? Alors là aussi, une demande sera faite. Elle ne s'inscrit pas forcément dans les deux courants précédents, et c'est-à-dire elle n'est pas forcément générative ou curative, mais voilà, aujourd'hui on remarque tout simplement que de plus en plus de personnes ont besoin de trouver ou de retrouver du sens, aussi bien dans leur contexte professionnel que dans leur contexte privé. Une bonne façon de comprendre ça, c'est que, bon, nous traversons tous des difficultés dans notre vie. Enfin, je ne connais pas de Superman ou de Superwoman, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui se retrouvent finalement n'ayant traversé aucune problématique dans leur vie. Et pour certains, les thèmes ou les problématiques, les événements qui nous ont traversés sont plus intenses, sont plus forts émotionnellement. Et dans le schéma, finalement, quand un événement nous arrive, on essaye de donner du sens à cet événement. Si par exemple, une dame me partageait il n'y a pas longtemps, j'ai eu plusieurs partenaires, dans le sens, voilà, j'aurais envie de vivre une vie de couple épanouie, mon mari m'a trompé, ensuite j'ai
refonder un nouveau couple et à nouveau ça se reproduit. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance aux hommes. Vous voyez, ça c'est une conclusion qu'une personne peut tirer face à des événements soit ponctuels, soit à des événements récurrents, qui amènent finalement la personne à tirer une conclusion, à tirer une généralisation, et qui peut, à certains cas, si surtout cette généralisation s'étend, s'exporte sur d'autres domaines, amener cette personne à ne plus avoir confiance en personne. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans cette situation en tant que coach, c'est pas d'aller rechercher la cause, c'est-à-dire ne pas aller rechercher quel est l'événement, quel est finalement, entre guillemets, le trauma qu'une personne a traversé dans sa vie, a vécu à un certain moment, mais plutôt de voir quel impact aujourd'hui cette conclusion qu'elle a tirée à un moment de sa vie a, aussi bien sur son contexte spécifique lié à l'objectif, et sur les ressources qu'elle a à sa disposition pour pouvoir aller vers son projet. Voilà, ça c'est pour comprendre, le coach ne va jamais visiter finalement ce qu'on appelle le passé traumatique d'une personne. Par contre, dans le métier de coach, et une des compétences importantes, c'est de pouvoir identifier quelles sont les conclusions qui limitent une personne et quelles sont les ressources que cette personne a pour soit traverser cette limitation, soit de la contourner. Je m'arrête un instant pour voir si on a des questions. Alors, il y a Diana qui m'envoie une question de Kevin. Merci Kevin. Est-ce que la frontière entre la thérapie et le coaching n'est-elle pas très mince? Alors, comme évoqué tout à l'heure, dans le coaching génératif, généralement non. Et si on focalise un instant sur les différents contextes, en coaching d'entreprise, là où je suis plus souvent, on reste bien dans le champ du coaching. Tout simplement parce que les objectifs qui sont formulés et les demandes qui sont formulées en entreprise sont des demandes qui sont articulées autour du système de l'entreprise et sont souvent liées à des résultats ou à des développement des compétences ou, on va dire, à gérer la cohésion d'un groupe ou amener de meilleurs résultats à l'intérieur d'une équipe. Donc, on est quand même dans des objectifs très business. Et on peut rencontrer des personnes qui sont en difficulté par rapport à des problématiques personnelles, mais là, le coaching, finalement, n'est pas adéquat. Par contre, le risque par rapport à ta question, Kevin, se retrouve plus régulièrement dans le life coaching. Parce que dans le life coaching, voilà, souvent la motivation, pas toujours, hein, mais on va dire que beaucoup plus que dans le contexte de l'entreprise, la motivation, le déclencheur pour faire appel à un coach est beaucoup plus régulièrement lié à une situation qu'on ne souhaite plus dans le présent, dont une personne veut s'éloigner, un problème dans le présent qui amène finalement la personne, aujourd'hui je ne veux plus de ça. Et cette souffrance ou ces difficultés peuvent être parfois trop importantes pour pouvoir être résolues dans le cadre du coaching. Mais il y a un test assez simple, enfin un test pas dans le sens un bout de papier où une personne répond à un questionnaire, mais il y a une façon assez simple pour pouvoir identifier si une personne et un coach peuvent toujours travailler ensemble dans un processus d'accompagnement, c'est que tant que la personne d'une séance à l'autre met des actions en place qui la rapprochent de son objectif, on est dans le bon. Tout en restant dans sa posture de coach, c'est-à-dire en restant dans ma posture de coach, le meilleur moyen de voir si le coaching est toujours adéquat, c'est tout simplement constater que le client, la personne avec qui nous travaillons, continue à mettre des actions en place. Alors, dans la présentation, j'avais fait aussi quelques distinctions entre différents métiers. Alors, c'est assez facile à comprendre. Si vous prenez un bout de papier, vous tracez une croix, et au-dessus, je mets le client en tant qu'expert. En dessous, vous êtes l'expert. À ma droite, je mets poser des questions, c'est-à-dire je pose des questions et c'est uniquement le moyen que j'utilise dans l'accompagnement. Et à gauche, je mets donner des réponses. Si, ça va être beaucoup plus clair avec les explications maintenant, si je considère le client en tant qu'expert, je suis déjà dans une posture de coach. C'est-à-dire que je présuppose que la personne a les ressources en elle. Et si je me limite à poser des questions, à mettre évidemment des techniques en place, mais des techniques qui vont à aucun moment donner des réponses qui nous appartiennent aux clients, on est dans le cadre du coaching. À l'autre opposé, si vous êtes appelé, mais qu'on attend de vous que vous êtes l'expert, en d'autres termes,
vous êtes la personne avec toutes les connaissances et toutes les ressources et qu'on attend de vous des réponses, c'est-à-dire des conseils concrets sur comment mettre certaines choses en place, vous êtes dans une posture de consultant. Et on peut remarquer régulièrement dans les formations de coaching que des personnes viennent avec un bagage de consultant et sont assez perdues par rapport finalement à cette nouvelle posture qu'est la posture de coach. Et souvent, je dis à ces personnes, mais vous avez un avantage, c'est que dans l'avenir, vous pouvez proposer 2 services. Ce qui est important, c'est finalement que ça soit clair pour le futur client, à savoir, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un consultant, c'est-à-dire d'un expert, et d'une personne qui va lui donner des conseils, lui donner des réponses, ou est-ce que cette personne a envie finalement d'utiliser son propre potentiel, d'accéder elle-même à ses ressources, et que dans cette posture-là, vous la considériez comme un expert. Voilà. C'est pour bien comprendre finalement que ces métiers peuvent être très complémentaires. Évidemment, ce sont 2 casquettes différentes, mais pour un consultant ou une personne qui souhaite, on va dire, entamer une formation de coach et pouvoir proposer des services de coaching, c'est très intéressant parce que cette personne a à sa disposition finalement 2 services. Alors, il y a encore cette définition du mentor qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, en tout cas en Belgique, dans le cadre de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mentor peut se situer au centre de ce cadran. En d'autres termes, il peut, d'une certaine façon, fusionner ces 2 métiers précédents, le métier de consultant et le métier de coach, et pouvoir à certains moments donner des conseils et se positionner par rapport à la personne qui l'accompagne comme expert, et à d'autres moments, remettre la personne qui l'accompagne, qu'elle accompagne dans la position tu es l'expert, et se limiter finalement à travailler en posture de coach. La thématique était, et toujours, quelles sont finalement les bonnes questions à se poser, quelles sont les bonnes questions à me poser, si je me mets à votre place, si je souhaite exercer le métier de coach. Alors, j'ai préparé finalement un certain nombre de questions autour de 3 thèmes. Le premier thème, c'est quelle est ma motivation? Quelle est votre motivation? Et pour pouvoir répondre à cette thématique de motivation, j'ai des questions fermées. Alors, les questions fermées, ce ne sont pas des mauvaises questions, quoiqu'en coaching, on préfère des questions ouvertes. Ces questions fermées vont permettre de valider certaines choses. Et puis après, observer, au total, il y a 20 questions, enfin, dans les 3 thématiques, au total, 20 questions, et de voir, idéalement, il vaudrait mieux avoir au-dessus de la moyenne, je veux dire au-dessus de 12, quoique c'est un concept, hein, mais au-dessus de 12 pour se dire, OK, je suis sur le bon chemin. Et comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas dans une démarche commerciale, je vais être très transparent avec vous par rapport à ces questions. Bon, la première, c'est, avez-vous déjà été coaché et séduit par la démarche de coaching? On a une meilleure représentation de ce que c'est que le coaching quand on a été soi-même coaché. Je pense que c'est déjà un certain avantage que de pouvoir comprendre au travers de la position de client ce que c'est que le coaching pour pouvoir, on va dire, au départ, faire cette fameuse différence entre le champ d'application du coaching et d'autres types d'accompagnement. Deuxième question dans cette première série dans la première thématique est quelle est ma motivation? C'est êtes-vous réellement intéressé par l'humain? Son mode de fonctionnement, sa manière de penser, de ressentir, d'agir. Le métier de coach est un métier humain. L'être humain est d'une complexité inouïe et aucun modèle, aucune approche parvient finalement à le décrire correctement. Et je pense qu'au-delà de vouloir le comprendre dans toute sa complexité, ce qui à mon avis n'est pas possible en une vie, c'est de pouvoir, et j'ose le mot, suffisamment l'aimer. En tout cas, suffisamment avoir d'espoir dans l'humain, de croire dans l'humain et de croire aussi dans les aspects positifs de l'humain. Ce qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. Enfin, ça dépend peut-être dans quel contexte, dans quel pays nous vivons. Mais on remarque que globalement, aujourd'hui, on rentre dans un nouveau paradigme de pensée assez individualiste où l'humain a du mal parfois à trouver sa place. Troisième question importante, c'est croyez-vous en vos capacités de changement? Et j'insiste bien en vos, dans le sens que le coaching, finalement, il
Si une personne s'adresse à un coach par rapport à un objectif, il n'y a pas d'objectif facile. Si un objectif est facile, on ne fait pas appel à une tierce personne. En d'autres termes, c'est que la personne qui fait appel à un coach estime que seule, elle n'a pas, en tout cas dans l'instant où elle fait ce choix, elle n'a pas accès à ses ressources, elle ne pense pas y arriver seule. Et un processus de coaching est un processus de changement. Et nous sommes aujourd'hui confrontés, qu'on le veuille ou non, à de plus en plus de changements. Et ces capacités de changement demandent une forme de résilience, une forme d'adaptation, de flexibilité par rapport à un environnement changeant. Donc, il est important, si vous exercez ce métier, de croire en vos capacités de changement. Et la quatrième sous-question est de croire aussi aux capacités de changement des individus. Tout le monde sait que le changement amène beaucoup de résistance parce qu'on se retrouve face à un inconnu et que bien souvent le changement est associé à une perte. Très peu de personnes ont, et peut-être dans leur perception à juste titre, mais très peu de personnes ont la faculté de percevoir le changement comme une possibilité de gain aussi. Cinquième sous-question, donc vous répondez oui, non. Hein. Aimez-vous échanger avec les autres sans porter de jugement ni critiquer? Alors, on parle souvent de neutralité. Avoir une neutralité absolue, c'est impossible. Mais je vous invite à faire une différence entre opinion et jugement. Ben, depuis que je parle, vous avez probablement une opinion de moi. Voilà, ça c'est une opinion. Alors, qu'est-ce qu'elle a de caractéristique, l'opinion? Ben, c'est qu'elle peut changer. Et si en tant que coach, vous avez des opinions sur votre client, ben voilà, c'est humain, c'est tout à fait OK. Par contre, un jugement est quelque chose qui cristallise une observation. C'est j'ai observé ça et je crois que c'est comme ça pour toujours. Voilà. Ou si j'observe une personne, elle ment, ben c'est pour toujours un menteur ou enfin peu importe ce qu'on va pouvoir observer. Là, on est dans le jugement parce que le jugement fiche. On fiche finalement au travers de notre observation une personne. Et dans ce cas-là, ben, c'est pas vraiment, on va dire, adéquat dans le métier de coach. Est-ce que vous êtes motivé par les challenges que représente le démarrage de votre activité? C'est-à-dire, OK, métier de coach, mais pourquoi? Le pourquoi, le sens que vous avez envie de donner à ce métier est clair pour vous. Est-ce que le coaching correspond à qui vous êtes? Est-ce que ça correspond à des valeurs importantes pour vous? Les valeurs d'évolution, de partage, oui, on est vraiment dans une dynamique relationnelle. Et ces aspects sont importants si on veut exercer ce métier de coach. Il vous faudra aussi de la détermination parce que, pour vous donner un exemple, en Belgique, on est un peu le pays surréaliste où on fait pas mal d'expériences surréalistes. Et à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, ils se sont amusés il y a une vingtaine d'années à faire des expériences d'observation en psychologie expérimentale. Et une des expérimentations était finalement pour qu'un enfant arrive dans sa position stable debout dans l'apprentissage à la marche, donc passer de 4 pattes à debout, combien de fois un enfant va chuter. Et les résultats moyens étaient 600 chutes. Alors, si au bout de la 5e chute, le bébé que nous étions renonçait en se disant c'est trop difficile, mais nous serons tous en train de regarder cette vidéo à 4 pattes. Aujourd'hui, l'adulte, on est dans une société où tout va vite, attend ou a des attentes vis-à-vis de lui-même qui sont assez fortes, à savoir j'apprends le coaching, j'ai appris quelque chose, demain je dois savoir le faire. Je pense que c'est illusoire. On est vraiment dans un métier. Si j'observe aujourd'hui un ébéniste, quelqu'un qui travaille du bois, mais je vais être en admiration devant cette personne parce qu'elle va manier ses outils, le ciseau à bois, le marteau, etc., avec une finesse, avec une maîtrise. Je fais waouh! Mais cette personne, pour en arriver là, elle est passée par d'innombrables heures de pratique. Et voilà, un métier s'apprend par la pratique. Et donc, dans les formations de coaching, dans notre formation plus spécifiquement, la pratique a vraiment une place très importante. Voilà, ça c'est la première thématique par rapport à la motivation. La deuxième, c'est l'engagement concret, c'est-à-dire le prix à payer, et pas forcément uniquement un prix financier, mais un prix en termes de temps, par exemple. Donc, première sous-question dans ce thème, c'est avez-vous les ressources financières en termes de temps pour vous former pendant le délai dont vous avez besoin?
et dont vous avez besoin. Pourquoi? C'est une bonne question à se poser, pour trouver vos premiers clients. Deuxième sous-question, c'est avez-vous pensé à une activité complémentaire au coaching? En commençant le coaching, et aujourd'hui je le fais toujours d'ailleurs, ça crée un équilibre, mais tout au départ, on n'a pas forcément suffisamment de clients pour pouvoir vivre financièrement correctement. Donc beaucoup de coachs vont proposer plusieurs services. En général, et je l'ai évoqué tout à l'heure, ceux qui sont consultants, du coup, ils ont deux services à proposer, consultance et coaching. Moi, je suis plutôt dans la formation. Dans certaines entreprises, je vais exercer le métier de formateur et dans d'autres entreprises, je vais exercer le métier de coach. Donc, avez-vous pensé à une activité complémentaire au coaching? Et si vous voulez faire que du coaching, comprendre qu'il vous faudra en moyenne 2 à 3 ans pour trouver suffisamment de clients pour en vivre correctement. Ça, je veux dire, je regarde mes collègues autour de moi, les gens qui sont sortis de notre formation et que je rencontre à l'une ou l'autre occasion, c'est un peu, on va dire, la moyenne de ce que j'entends. Il faut 2 à 3 ans. En fonction des individus, ça va aller un peu plus vite, d'autres vont aller un peu plus lentement. Tout dépend un peu de ce que vous mettez en place en termes de visibilité. Mais il faut pas vous attendre à pouvoir gagner votre vie correctement en sortant d'une formation de coach. Et avez-vous donc l'énergie pour vous former au métier de coach? Alors, j'entends quoi par énergie? J'évoquais le fait que c'est un métier que pour pouvoir exercer un métier, on va dire avec aisance, la pratique est importante. Donc, une formation, oui, enfin, dans notre cas, ça dure 23 jours, mais il est important aussi de consacrer du temps en dehors de cette formation. On appelle ça des groupes de pairs pour régulièrement, le plus possible, en fonction évidemment, j'ai bien conscience que nous avons tous des responsabilités de parents, que nous avons une activité ou l'autre et que nous avons aussi probablement un travail, mais il faudra quand même réserver du temps pour pratiquer et donc de l'énergie pour pouvoir, en dehors de toutes ces activités, encore fournir suffisamment de temps pour pouvoir intégrer ce qui est abordé en termes de compétences de coach. Ça, c'était la seconde thématique par rapport, on va dire, à l'engagement concret. Et troisième thématique, c'est finalement en termes de compétences. Faut-il avoir des compétences au départ? Alors, au départ, il faut faire une distinction entre ce que moi j'appelle des compétences de savoir-être et des compétences de savoir-faire. Avant de faire une formation de coaching, nous avons tous une expérience de vie. Et cette expérience de vie nous a amené à développer certaines compétences. Certaines compétences peuvent être beaucoup plus liées à des compétences de savoir-être et d'autres peuvent déjà faire l'objet de compétences de savoir-faire. Le savoir-être, c'est la faculté d'être à l'aise dans la relation, de pouvoir assez rapidement créer un climat de confiance, de pouvoir rapidement également mettre l'autre en confiance. Vous voyez, ça, ce sont, on va dire, classiquement des compétences de savoir-être. Puis les compétences de savoir-faire, on est plus dans l'ordre de l'outil, une méthodologie. Bon, mais là, tout le monde part plus ou moins de zéro. Hein, en tout cas, ceux qui n'ont jamais fait de formation de coaching, en commençant une formation de coaching, partent, on va dire, au même niveau. Donc, il n'y a pas vraiment de prérequis pour commencer une formation de coach. Il y a des questions à se poser que je vais évoquer maintenant, mais il n'y a pas réellement de prérequis. Alors, quelles sont ces questions? Êtes-vous curieux des autres et intéressé par l'expérience des autres? Je pense que une des caractéristiques du métier de coach, c'est qu'il est curieux. Pas une curiosité malsaine, puisque de toute façon, le client a toujours cette liberté de répondre ou de ne pas répondre à nos questions, mais cette curiosité qui vise à mieux comprendre l'autre, à être dans cette forme d'empathie, à essayer d'avoir un maximum d'informations pour se mettre dans les baskets de l'autre. Donc voilà, première aptitude, si vous êtes curieux de nature, dans cette curiosité saine, empathique, c'est déjà une bonne aptitude pour exercer le métier de coach. Est-ce que vous pouvez parler ou laisser quelqu'un d'autre s'exprimer sans l'interrompre? Donc, laisser parler l'autre sans l'interrompre. Voilà. Ça démontre déjà une qualité d'écoute. L'idée, c'est que si on regarde en termes de temps un coaching et qu'on prend 60 minutes, je prends un exemple de 60 minutes, la bonne répartition du temps de parole là-dedans, c'est 1 tiers coach, 2 tiers client.
En d'autres termes, le client va parler les 2 tiers du temps et le coach va parler 1 tiers du temps. Donc, parce que l'écoute est très importante et que le coach va rebondir évidemment sur ce qu'il a pu écouter dans les propos de son client et rebondir au travers des questions. Est-ce que vous êtes à l'aise dans la relation individuelle? Voilà, j'en ai déjà évoqué. Est-ce que vous savez être direct et respectueux en exprimant à l'autre ce que vous pensez? Je pense qu'un coach, dans son rôle, donne aussi du feedback à son client, renvoie des choses qu'il observe le plus factuellement et objectivement possible. Il sait être direct, il sait être confrontant. Je dis souvent aux étudiants, on respecte toujours le client, on ne respecte jamais son problème. Donc on n'est pas là pour le sauver, on n'est pas là pour lui donner le poisson, on est là pour apprendre à son client à pêcher et devenir autonome par rapport à ça. Et de temps en temps, si on n'amène pas le client à sortir de sa zone de confort, on n'avance pas. Donc c'est important de pouvoir, tout en restant évidemment bienveillant et respectant, confronter le client. Êtes-vous plutôt orienté vers les solutions et l'action? C'est important, puisque le coaching est plutôt orienté action et solution. Est-ce que vous aimez construire et agir ou co-construire et co-agir avec votre client, sachant que le coach a une responsabilité de moyens et que le client a une responsabilité de résultat? Êtes-vous créatif? Je pense que pouvoir, on va dire, faire des liens et faire des liens à son client est très important en coaching. C'est ce qui amène souvent ce qu'on appelle la compétence 8 chez ICF, qui est la compétence d'ouvrir la conscience et que utiliser parfois des moyens créatifs pour ouvrir la conscience à son client est un atout au départ. Et alors le dernier point semble évident, mais parfois pour certaines personnes assez difficile. Savez-vous garder un secret? En d'autres termes, est-ce que pour vous c'est tout à fait possible de rester dans le principe de confidentialité? Et la réponse semble facile. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous auront tendance à dire oui. Mais je vais vous donner un exemple concret. Je vais évidemment pas citer le nom de l'entreprise. En Belgique, j'ai travaillé pour une grosse boîte et on accompagnait une série de managers. Et puis, il y a le DG de la boîte, directeur général, qui convoque les coachs et qui évoque le fait qu'il va y avoir une restructuration et que donc, dans les 40 personnes coachées, 20 vont malheureusement quitter l'entreprise. Et que, enfin, en tout cas, le DG souhaitait de notre part avoir des informations sur notre perception pour l'aider finalement dans sa sélection par rapport aux managers qui allaient rester et ceux qui malheureusement allaient partir. Il est évidemment inadéquat dans ce cadre-là de trahir ce principe de confidentialité. Et puis, c'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas de sélectionner les individus, mais de les accompagner pour finalement atteindre ou résoudre des problèmes et atteindre des objectifs et des projets. J'ai terminé finalement avec la partie plutôt théorique. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Kevin est très actif. Donc, la question de Kevin est: quelle est la durée moyenne d'un coaching complet? Alors, la Fédération internationale de coaching a fait des statistiques, a fait un survey. Le dernier survey date de 2016. Je pense que si vous tapotez encore sur coachfederation.org, vous allez retrouver dans les sources et la bibliographie des traces de cette enquête. Et l'enquête démontrait finalement qu'en moyenne, un coaching durait 16 heures. Alors, 16 heures, comment est-ce qu'on les répartit? Ça, ce n'est pas indiqué. À savoir que si je prends le contexte de l'entreprise, il est beaucoup plus facile pour un manager ou une personne à responsabilité dans l'entreprise de mobiliser 2 heures de coaching plutôt qu'1 heure. Pourquoi? Parce que si on prévoit 10 heures de coaching avec une personne, si c'est 10 fois 1 heure, elle devra mobiliser 10 fois 1 heure son agenda, tandis que si c'est 5 fois 2 heures, elle devra mobiliser que 5 fois du temps dans son agenda. Donc en entreprise, en général, on préfère des séances de 90 minutes à 2 heures. Ça mobilise moins de temps ponctuellement dans le temps. En live coaching, là, on est plutôt entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, on divise ces 16 heures soit par 2, soit par 1. Mais en moyenne, on peut parler de 10 séances. 10 séances. Alors, une bonne question de François aussi. Merci. Donc, François demande: le coaching en entreprise
n'est pas que du coaching collectif, point d'interrogation, elle peut être individuelle, point d'interrogation. Alors oui, c'est une très bonne question. On retrouve les deux formes, à savoir qu'on peut retrouver du coaching collectif, on est dans du coaching d'équipe. Alors aujourd'hui, ce qu'on remarque dans le coaching d'équipe, et je remarque en France aussi, je vais parler en termes de demande. L'entreprise est toujours intéressée, on va dire en premier, par le résultat. Alors, évidemment, le résultat qui se traduit souvent en argent va pérenniser, va en tout cas permettre à l'entreprise de vivre, de survivre, voire d'alimenter les actionnaires. Il y avait un paradigme dans le passé, donc une façon de penser qui consistait à mettre les personnes en compétition parce que la croyance était si on met les personnes en compétition, on va avoir de bons résultats. Aujourd'hui, on remarque que cette façon de travailler amène à des maladies professionnelles, amène à du burn-out, amène à des tensions à l'intérieur des équipes et que c'est pas la meilleure, voire une façon adéquate d'obtenir des résultats. Et de plus en plus, les demandes s'articulent aujourd'hui autour de on voudrait plus de collaboration, on voudrait, entre guillemets, libérer notre entreprise, on voudrait amener plus de confiance, moins de non-dits, plus fonctionner par projet à l'intérieur des équipes, qui est réellement une collaboration. Donc, on passe de l'individuel où tout le monde se pousse des coudes pour avoir le meilleur résultat à aujourd'hui, on va travailler ensemble. Et beaucoup de thématiques autour du coaching d'équipe s'articulent autour de cette dynamique collective. Pour l'entreprise, de plus en plus, mettre l'élément humain ou remettre l'élément humain au centre devient une nécessité, toujours évidemment en finalité pour les résultats. Mais voilà, c'est plutôt positif que de reconsidérer non plus, ou de considérer l'être humain non plus uniquement comme une ressource, mais comme un élément essentiel et que d'assurer finalement son bien-être au travers d'un système, au travers d'un collectif est quelque chose qui est important aussi en termes de résultats. Et donc, beaucoup de collectifs, de coaching collectif, s'articulent autour de ça. Alors, on peut avoir évidemment du coaching individuel aussi. Et ça, on le retrouve beaucoup plus dans les strates supérieures entre guillemets, d'une entreprise, à savoir des personnes à responsabilité, des team leaders, des responsables, des dirigeants. Et eux sont assez friands de coaching parce que finalement, ces personnes se retrouvent quand même dans une position assez solitaire, ont parfois du mal à être transparents par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs collègues dirigeants ou leurs collègues responsables, et que dans ce cas-là, le coaching permet d'avoir finalement un lieu où les choses peuvent se dire et les solutions sont recherchées pour la personne en difficulté. Dans les autres strates de l'entreprise, on voit de plus en plus de coachs internes commencer à exercer cette fonction et à permettre aussi à des employés ou à des cadres moyens, voire même dans certaines entreprises, à des personnes qui sont plus manuelles, à pouvoir bénéficier du coaching. Mais aujourd'hui, généralement, dans ces strates-là, le coaching est encore considéré plutôt comme une punition, à savoir si on me prescrit un coach ou si on me donne un coach, c'est que je fonctionne pas bien. Voilà. Mais les deux peuvent s'inscrire, aussi bien le collectif que l'individuel. Alors, j'ai Fabienne qui demande qu'est-ce qu'on entend exactement par PNL. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui a été développée dans les années 70 par deux Américains qui sont Bandler et Grinder. Donc, ces deux personnes sont les fondateurs à l'origine de la PNL. Et on était bien, on va dire, à l'époque, et dans ce contexte-là, dans le culte un peu de ce qu'on a appelé l'excellence ou la performance. Et ces deux personnes se sont spécifiquement intéressées à des personnes qui excellaient dans leur métier. Et surtout dans le métier, on va dire, de la thérapie, tels que Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, voilà, qui sont dans leur domaine, on va dire, plutôt psychologique et psychothérapeutique, des sommités. Et en observant ces personnes, on modélisé ces personnes et on en tiré une structure. Et cette structure a pour vocation d'être reproductible par d'autres individus. Voilà. Et puis, bon, voilà, les PNListes se sont mis à modéliser tous les gens qui fonctionnaient bien, enfin bien, c'est-à-dire qui obtenaient du résultat, et en se posant des questions, mais finalement, quelles sont les stratégies que ces personnes mettent en place, et pour pouvoir reproduire ces stratégies.
Aujourd'hui, la PNL à mes yeux, quand même évolué, et ça sous l'impulsion de personnes comme Robert Dilts, parce qu'on voilà, on y retrouve une dimension plus actuelle, plus occidentale aussi, enfin, moins américaine, à savoir que nous sommes des êtres humains, sortons un petit peu de cet ego surdimensionné qui consiste à vouloir tout réussir toujours et tout le temps, mais simplement dans l'idée de nous permettre d'avancer, de franchir des étapes, de relativiser, de prendre de la distance. Et donc la PNL propose aujourd'hui, et le Collège Roman fait ça très bien d'ailleurs, propose aujourd'hui des formations qui vont au départ porter sur une meilleure communication et puis petit à petit on va rentrer dans ce qu'on appelle la structure profonde ou plus profonde de notre subjectivité pour pouvoir identifier. Et là, on rentre parfois clairement dans le champ thérapeutique pour pouvoir identifier des freins, des difficultés, des traumas et trouver finalement, au travers de protocoles PNL, des moyens d'en sortir. Voilà. Mais voilà, ça c'est une approche. Il faut savoir que dans la formation de coach, le programme ne s'articule pas autour d'une approche. On parle, en tout cas, on utilise à certains moments, on va dire, des techniques PNL, mais l'idée dans une formation de coach n'est pas de former des gens à la PNL, mais voilà, les différentes approches que nous utilisons sont, entre autres, la PNL, donc la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'analyse systémique, il y a de la gestalt, il y a de la sociocratie dans la forme. Donc, ces approches, pourquoi elles sont là? Tout simplement parce qu'on a fait un choix entre les différentes approches qui permettent justement de développer ces fameuses compétences qui, dans notre cas, évidemment, sont listées au travers de la Fédération internationale de coaching. Mais la Fédération internationale de coaching, si on prend différentes écoles, les écoles ont une liberté dans leur programme de mettre telle ou telle approche à condition que ces différentes approches contribuent à développer des compétences de coach chez l'individu. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question par rapport à la PNL. Jean-François demande quelle est la qualité la plus importante pour un coach. Merci Jean-François. Je souris parce que ma réponse va être atypique. Alors, on parlait de transparence, je vais être transparent. Avant de commencer un coaching, la question que je me pose quand je suis face à un individu, c'est est-ce que je crois que la personne en face de moi va atteindre son objectif? Même si cette personne, elle, croit le contraire. Hein. C'est-à-dire parfois, oui, c'est difficile, je vais jamais y arriver. On entend tout dans ce métier, pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes par est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je vais y arriver? Mais voilà, moi en face, je regarde, est-ce que cette personne, je crois qu'elle va pouvoir y arriver? Quand la réponse est oui, je m'engage tout de suite dans le coaching. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance que cela a que de croire que quelqu'un a les ressources et les compétences pour atteindre un objectif. C'est un peu, la métaphore n'est pas vraiment liée à la profession, mais simplement c'est une image pour que vous puissiez bien comprendre. Quand on a face à nous une image paternelle, maternelle, qui dit mais je crois en toi, tu vas pouvoir y arriver, ben ça nous donne des ailes. Et quand un client se retrouve face à un individu qui ne connaît pas et qui va lui poser des questions, qui après un certain temps, ce qu'on appelle la séance préliminaire, va dire OK, on s'engage à deux et je crois moi réellement dans tes ressources et tes capacités, ben, ça donne à l'autre, même dans le doute, toutes les incertitudes et le manque de confiance que le client que vous avez en face de vous peut avoir, ça va lui donner des ailes. Donc pour moi, la plus grande compétence pour le coach, c'est de croire dans l'autre. Kevin demande, que penses-tu des managers qui bénéficient de formations en management, people management, mais qui dans les faits font pire que mieux dans la gestion de leurs employés? Aujourd'hui, j'ai quitté un entretien dans une entreprise et la demande de cette entreprise était d'accompagner un certain nombre de managers à adopter une posture de coach. C'est ce qu'on appelle le manager coach. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on fait le constat que beaucoup de managers ont été engagés par rapport à leur expertise, c'est-à-dire à leur connaissance par rapport au métier qu'ils exercent. Un informaticien en informatique, un chimiste en chimie, un juriste en tout ce qui concerne finalement les aspects juridiques.
Et les choix d'engagement des managers étaient donc par rapport au papier, au diplôme, par rapport à leurs compétences, à leur expertise métier, mais pas par rapport aux compétences humaines. Aujourd'hui, on remarque que ça ne fonctionne plus comme ça. On remarque qu'un manager, au-delà de son expertise et de sa connaissance métier, devrait ou doit aussi, dans certains cas, avoir des compétences relationnelles, des compétences humaines. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le premier rôle, alors je fais une généralisation, il y a toujours des contre-exemples, mais le premier rôle d'un manager est de fédérer son équipe. Fédérer son équipe, ça veut dire réunir son équipe autour d'un projet, autour d'un objectif. Et pour fédérer une équipe, l'expertise ou la connaissance métier ne suffit plus. Il faut réellement avoir des compétences relationnelles et des compétences humaines. Donc, j'imagine que pour certains managers qui font pas mal de formations, c'est quelque chose de relativement abstrait, tout simplement parce qu'ils ont été finalement, ou ils ont grandi, ils ont forgé leur caractère professionnel dans une culture où on demandait, où on attendait une grande expertise métier, opérationnelle, technique, et qu'on ne demandait pas de compétences relationnelles. Et que pour ces personnes-là, c'est également leur demander un gros changement, surtout si ces personnes sont déjà pratiquement en fin de carrière ou qui s'en approchent. Changer à quoi ça sert, j'ai toujours fait comme ça. Voilà. Je pense qu'on est dans une transition et cette transition va petit à petit amener une nouvelle catégorie de managers qui ne pourront pas faire l'économie de développer des compétences humaines et des compétences relationnelles au-delà de l'expertise métier. Alors oui, Kevin, il y en a probablement qui font pire que mieux. Fanny demande, est-ce que le coaching est une approche qui marche pour tout le monde? Ma réponse spontanée est non. Voilà, c'est ce qui me vient. Mais maintenant, je vais un peu plus la détailler. Alors, déjà, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est on choisit d'être coaché. Donc, je suis une personne, j'ai envie d'atteindre un objectif, je vois pas très bien comment faire, je vois pas très bien quelles sont mes ressources. Ben voilà, je prends contact avec un coach. Là, quelque part, ma démarche présuppose déjà une forme d'engagement, une forme de motivation. Et on peut présupposer que le coaching pourrait être fait pour moi à condition que j'ai une représentation claire de ce que c'est. Et ça, le coach ou un bon coach devra me donner au départ. Puis vous avez une autre catégorie de personnes qui ne choisissent pas d'être coachées, à savoir des personnes qui sont par exemple en entreprise. Et aujourd'hui, c'est très à la mode. Voilà, justement par rapport à la question précédente, on remarque chez toi que tes compétences de people manager, ce n'est pas terrible. Par contre, tu es formidable techniquement, tu es un super expert, mais il faudra améliorer ton côté relationnel. Et la personne dit, mais enfin, pourquoi? Je dis, moi, j'en ai pas besoin, ça a toujours bien marché comme ça. Ben, là, on comprend directement que la personne ne se sent pas concernée par un coaching, ne se sent pas motivée. On parle d'enjeu en coaching. C'est-à-dire que un coaching doit avoir un enjeu, aussi bien positif que négatif. Un enjeu positif, c'est ce que vous désirez atteindre, et c'est ce qui amène de la motivation, c'est un peu la carotte. Mais ça, c'est génératif, si je fais un lien avec ce que j'ai dit au départ. Et à l'inverse, certaines personnes peuvent être motivées par le bâton. Le bâton, c'est un exemple classique, c'est la procrastination. C'est je reporte toujours au lendemain, et au plus il y a de pression, au plus ça va te mettre en action. Il faut dire que dans ce cas-là, le coaching a du sens, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Je pense que la bonne question à se poser, et qui est parfois difficile dans certains contextes, c'est qu'est-ce qui motive le coaching? Et s'il n'y a pas de motivation chez la personne, ou s'il n'a pas initié elle-même finalement cette démarche, alors le coaching est probablement pas fait pour elle. Ou en tout cas, ça risque d'être difficile. Fabienne demande, donc si un manager est considéré comme bon, il peut plus facilement devenir coach. Alors, considéré comme bon par qui? S'il est considéré comme bon par ses collaborateurs, c'est un bon départ. Pourquoi? Parce que un des postulats importants pour qu'un coaching fonctionne, c'est la confiance. Vous n'allez pas vous faire coacher par quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. C'est une aberration. Donc, si vous mettez dans les souliers de quelqu'un qui va s'adresser à un coach,
ben, la première chose que vous allez tester, c'est sa crédibilité et c'est si vous pouvez lui faire confiance. Donc, en d'autres termes, un bon manager, c'est-à-dire, si je poursuis la phrase, quelqu'un qui a un bon rapport, une bonne relation avec ses collaborateurs, oui, il peut devenir plus facilement coach. En tout cas, adopter plus facilement une posture de coach. Dans le cas du contexte entreprise, puisque si on parle d'un manager. Et là, de nouveau, je pense que ça dépendra un petit peu de l'expérience de vie qu'a cette personne, à savoir que probablement une personne qui aura privilégié dans son entourage et dans sa vie les relations humaines et le rapport humain, qu'il soit manager ou autre chose, aura plus de facilité à exercer le métier de coach. Je vous remercie. Toutes les questions qui ont été posées sont vraiment des questions importantes par rapport, en tout cas, elles ont beaucoup de pertinence par rapport au métier de coach. Et je pense que je vais clôturer ici ce webinaire en espérant que vous avez eu un maximum d'informations par rapport aux questions que vous vous posiez. Merci et bonne soirée.